Imaginez un petit garçon qui quitte l'Algérie avec sa famille au moment de l'indépendance. Il a 10 ans à peu près, ses parents sont boulangers et il s'installe dans le sud de la France. Un nouveau départ, sans fortune ni réseau. Quelques années plus tard, ce petit garçon devenu étudiant se heurte à un mur. Malgré ses diplômes, il choisit de faire ophtalmo, audioprothésiste. Personne ne veut l'embaucher. Trop jeune, pas assez expérimenté, il n'a pas de réseau. Alors presque par défaut, il décide d'ouvrir sa propre boutique. C'est en 1972 et sans le savoir, Alain Afflelou est en train de poser les premières pierres d'un empire. En un demi-siècle, il a révolutionné un métier jugé poussiéreux, il a supprimé la blouse blanche, exposé les montures comme des objets de mode, inventé des campagnes publicitaires inoubliables, il est fou Afflelou, chin chin, et bâti un groupe qui compte aujourd'hui plus de 1400 magasins dans une vingtaine de pays pour plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Alors comment passe-t-on d'un refus d'embauche à la création d'une marque connue de tous? Comment invente-t-on un modèle de franchise qui inspire encore des générations d'entrepreneurs? Et que retient Alain Afflelou de ce parcours hors norme? J'étais extrêmement honorée de pouvoir aller interviewer Alain Afflelou chez lui à Genève. Je le remercie 1000 fois et sa famille d'avoir accepté cette interview, d'autant plus qu'il en fait extrêmement peu. C'est donc de l'or en barre que je vous donne, une interview que vous ne risquez pas d'entendre ailleurs. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux en taguant peut-être son fils Lionel qui est sur LinkedIn. Je suis sûre qu'il sera ravi. Les liens vers ses comptes et bien sûr vers Afflelou sont dans le podcast, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alain Afflelou. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire en temps réel de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline 2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Mon cher Alain, je suis vraiment ravie. Je suis venue de Zurich pour vous. Oui. Et j'aurais pu venir de bien plus loin pour tout vous dire. C'est vrai, c'est gentil. Ouais, parce que j'avais très envie de faire cette conversation avec vous. Je sais que vous prenez peu la parole pour parler de tout votre parcours qui pourtant est vraiment extraordinaire et donc je suis honorée. Est-ce que vous acceptez de commencer par le début et de commencer par l'enfance en fait oui. Où est né le petit Alain? Il me semble que vous êtes né en Algérie. Oui. Avant l'indépendance, est-ce que vous pouvez me raconter comment c'était? Parce qu'en plus, si je me trompe pas, vous venez d'un milieu extrêmement humble. L'Algérie, c'était mon enfance. C'est une période très très heureuse de ma vie. Et j'y suis resté jusqu'à 14 ans. J'ai quitté en 62 au moment de l'indépendance d'Algérie. Mes parents ont fui, on va dire, l'Algérie comme une grande majorité, comme la quasi-totalité des pieds noirs. L'Algérie, c'était un pays du haut soleil. Pas forcément du soleil, mais au soleil, tout le temps. Et j'ai connu une enfance heureuse. On était dehors, tout le temps. Et donc, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas de grands moyens, mes parents. Donc, pour s'amuser, on jouait avec des petites balles sur les trottoirs. Et donc, j'ai revu des gens que j'ai connus à cette époque, qui avaient mon âge, et qui me racontent strictement la même chose. Mais tu te souviens quand on jouait sur la place de la mairie ou la place de l'église? Et ces souvenirs sont entachés un peu quand même par la guerre d'Algérie, qui pour nous était une succession d'événements tragiques. C'était des attentats tous les jours, quasiment. Moi, je vivais à Sidi Bel Abbès, et c'était des attentats quasiment tous les jours. Donc je crois que tous les gens de ma génération ont eu l'occasion malheureusement de voir des gens assassinés sur le bord du trottoir ou ailleurs. Donc c'est quand même marquant parce que j'avais 10 ans, 12 ans,
J'ai quitté l'Algérie à 14 ans, en vivant un drame, puisque à cette époque, il y avait l'OAS, qui était l'organisation de la messe secrète, entre guillemets, une organisation qui voulait, de pieds noirs, qui refusait l'indépendance, qui se rebellait contre le pouvoir de Paris, parce que on nous avait promis l'Algérie française pour la vie, quoi. Et donc, ils interdisaient, par la terreur, aux pieds noirs, adultes, de quitter l'Algérie. Ils disaient, si on la quitte, il faudra que ce soit, on leur laisse une terre brûlée, donc il faut que les adultes restent là. Donc, mes parents nous ont mis, ma sœur, mon frère et moi, à Oran, l'aéroport de la Sénia. On y a dormi une nuit sur des lits de camp, et puis le lendemain, on arrive à Marseille. Ou le surlendemain, je sais plus. Et donc, ça a été quand même une épreuve très difficile, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu une douleur forte. Et c'était la peur de ne pas revoir mes parents, qu'on ne les revoit plus jamais. On partait, on laissait la guerre, on ne sait pas quand ils reviendraient, quand ils nous rejoindraient. La vie a fait qu'ils ont pu rentrer à Marseille le 5 juillet 62 et qu'on s'est retrouvés. Et là, ça a été le bonheur de retrouver l'amour des parents, l'affection, et surtout de retrouver la paix. On n'était plus en guerre, on n'avait plus peur de traîner le soir jusqu'à 6 heures dans les rues, parce que en Algérie, on avait peur. Il fallait rentrer à 4 heures ou 5 heures. Si on allait au lycée, il fallait un quart d'heure après l'heure à laquelle on était censé sortir, être à la maison, faute de quoi les parents s'inquiétaient. Et ils avaient malheureusement souvent raison. Voilà, donc ça c'était l'épreuve difficile. Autrement, le plus facile, ça a été le bonheur. Et je dirais que ce bonheur, quand je l'ai analysé depuis longtemps, mais je crois que c'est l'amour de mes parents, de nos parents pour leurs enfants. J'ai dit, la première fois que je me suis exprimé, j'ai dit que j'ai jamais entendu mes parents, mon père, ma mère, me dire je t'aime. Mais ils nous le montraient 1000 fois mieux, 1000 fois plus. Donc je crois que c'est la grande chance que j'ai eue, et que ma soeur et mon frère ont eu également, je sais pas s'ils le vivent comme moi, c'est la grande chance d'avoir connu le bonheur, d'avoir connu l'amour de mes parents, leur respect. Ils nous élevaient, on peut pas dire à la dure, mais j'allais dire de manière sobre mais classique. Il fallait être poli, il fallait être bien élevé, il fallait respecter le travail, il fallait respecter l'argent. On n'en avait pas, mais on a raison. La plus forte raison pour respecter quand on avait un peu. Voilà, ça c'est mon enfance. Mon enfance, ça rime avec l'Algérie, parce que j'ai quitté l'Algérie à 14 ans. C'est l'âge où on rentre dans l'adolescence. Donc chaque fois que j'ai un souvenir d'enfant, chaque fois, je me revois en Algérie, situé physiquement dans un lieu précis. Et donc ça c'était mon enfance en Algérie. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je suis là, je suis bien portant, et comme disaient mes parents, ne pleurons pas parce que on a la chance d'avoir aucun d'entre nous qui a laissé sa peau ou sa santé, ou des blessures en Algérie. Donc c'était très positif comme message. Mes parents n'avaient pas où aller, savaient pas où aller. Ils sont retrouvés à Marseille, avec un de leurs amis qui était boulanger comme eux. Il a dit, écoutez, je sais pas ce qu'on fera, mais on le fera ensemble. Ça a été un soutien très fort moral pour mon père, qui était bien fatigué déjà. Il n'aurait pas pu entreprendre tout seul. Et donc, ce monsieur qui était un ami, bien plus jeune, il avait une quinzaine d'années de moins que mon père, il est très entrepreneur, très volontaire. Et il a étudié un peu le marché, il a dit, vous avez vu, monsieur Affelou, en ce moment, il y a pas mal de nouveaux commerces C2, notamment le pressing. Mon père n'avait aucune idée de ce que c'était, je sais pas s'il y en avait un, s'il y avait le pressing. Et donc, de fil en aiguille, ils ont investi en s'associant ensemble à Marseille, boulevard Baille, un pressing. Ils s'entendaient pas trop. Ils étaient très copains, mais au boulot, ils n'avaient pas du tout le même tempérament. Donc, de manière très sage, ils ont décidé de se séparer avant de se bagarrer.
Mon père a trouvé, ils ont trouvé une affaire à Bordeaux. Et mon père a dit, bon, mais moi je vais aller à Bordeaux. Et je vous laisse Marseille. C'était leur volonté à tous les deux, hein. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai atterri à Bordeaux. J'avais 15 ans, 16 ans. Avec le recul, qu'est-ce que toute cette période, votre enfance, les valeurs transmises par vos parents, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous en avez tiré qui a construit la personne que vous êtes devenue? Je pense que ça m'a apporté de la solidité. J'ai appris ces choses-là qui, je considère aujourd'hui encore, sont essentielles dans la vie et dans l'équilibre d'un homme, d'un être humain. Avoir le respect de l'autre, des valeurs, l'amour des parents et le respect des choses essentielles. Mais j'ai l'impression que c'est que du bon sens qu'on apprend dans les écoles. Je sais plus si on les apprend encore, mais enfin... Je suis pas sûr qu'on les apprenne beaucoup à l'école. À l'époque, c'était comme ça. On avait des leçons de morale tous les matins en arrivant à l'école. Et l'arrivée en France, l'arrivée à Marseille, puis à Bordeaux pour le petit garçon, ça devait quand même pas être évident. C'était un déchirement de quitter l'Algérie? Non, c'était pas un déchirement. Au contraire, j'allais dire, tout d'un coup, on n'avait plus d'interdit. Fais pas attention à ci, à ça, à l'autre. On était à la plage. On était à Marseille, il y avait la mer. Nous, on vivait en Algérie, à une ville qui s'appelle Sidi Bel Abbès, où il n'y avait pas la plage. On n'était pas au bord de la mer. Donc, on est arrivé l'été. Donc, c'était les grandes vacances, quoi. Et les vraies vacances, on était... Donc, j'ai souvenir d'une période très heureuse à Marseille. Vous m'avez parlé de votre papa et du fait qu'il s'était lancé donc dans cette activité de pressing qui fait qu'il était parti à Bordeaux. Et vous-même, donc après ça, quelques années encore plus tard, vous commencez à vous lancer dans des études, si je me trompe pas, donc d'opticien, évidemment, et d'audioprothésiste. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix? Comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans? C'est pas du tout, du coup, quelque chose de familial? Non, moi je crois que c'est le... Pour autant que le hasard existe, c'est que des éléments du hasard. Je vivais à Bordeaux, j'adorais pas cette ville. Mes parents, moi, je veux dire, les pieds noirs n'ont pas été très bien reçus. Mais bon, en tout cas, on avait ce sentiment par rapport à Marseille. Donc moi, il me tardait de me trouver quelque chose pour partir de Bordeaux. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai cherché à savoir ce que j'allais faire. J'ai pas envie de faire 10 années d'études. Ce qui me tentait, c'était médecine, mais ce qui me repoussait, c'était la durée des études. Et je trouve qu'à l'époque, donc j'avais 18 ans, 19 ans, je fréquentais une jeune fille qui avait 4-5 ans plus que moi, et qui n'avait qu'une idée, c'était qu'on fasse notre vie ensemble. Donc moi, je savais pas ce que ça voulait dire, mais j'ai dit oui, ne t'inquiète pas, on fera. Mais je réalisais pas. Et donc j'ai passé, donc il fallait que je fasse des études autres que de médecine. J'ai passé un concours d'entrée à l'école d'optique. Pourquoi? Parce qu'un jour, je suis tombé sur un prospectus où il parlait d'école d'optique, des écoles d'optique. Je sais même pas ce que c'était comme métier. J'étais jamais rentré chez un opticien de ma vie. Mon père portait des lunettes, mais c'est tout. Vous n'aviez même pas de lunettes vous-même à l'époque? Non. Non. Je voyais bien. Et donc, je pense le concours d'entrée à l'école d'optique et je suis reçu. Donc je pars à Paris. Et effectivement, 2 mois après, je me souvenais plus que j'avais une amie à Bordeaux qui avait été à l'origine de mon choix. Donc vous vous lancez dans les études d'optique et donc vous devenez opticien. Oui. Et si je me trompe pas, j'ai lu quelque part, même si c'est difficile de trouver des choses sur vous, Alain, que suite à finalement un refus, le fait que vous n'avez pas été embauché facilement après ces études, oui. C'est presque ça qui fait que vous êtes devenu entrepreneur. Donc j'ai presque envie de dire... Oui, alors à Bordeaux, donc quand j'ai fini mes études, j'ai voulu trouver un boulot. J'étais sursitaire, j'avais une année de sursis pour faire le service militaire à l'époque. Et j'ai cherché du travail, donc je me suis dirigé vers les opticiens installés en disant voilà, je viens d'être diplômé, j'aimerais bien trouver un boulot, un stage un peu plus poussé, mais... Et on m'a refoulé. En gros, c'était... vous n'avez aucune expérience, excusez-nous. Mais j'ai dit, mais comment je vais me faire l'expérience? C'est votre problème. Et donc, la seule enseigne prestigieuse de Bordeaux m'avait envoyé bouler, quoi. Bon, alors je cherche un boulot ailleurs, et on me propose un boulot à Genève.
à condition que je sache parler anglais. Moi, sur mon diplôme, j'avais eu l'option anglais, mais j'ai passé pour troquer 3 points et puis gagner un peu de temps. Je parlais pas plus anglais à l'époque. Si, maintenant je le parle, mais à l'époque. Et donc, ils m'ont accepté. Mon père m'a dit, jamais tu vas aller à Genève. On va plus te voir. Et puis, j'avais une nouvelle compagne, une nouvelle fiancée. Et nos parents nous imaginaient mariés. On a dit, si tu pars à Genève, tu reviens plus. Donc, et c'est installé. Et donc, j'ai trouvé un magasin dans un quartier très populaire de Bordeaux qui fonctionnait bien. Un magasin d'une bonneterie à la barrière du Médoc. La barrière du Médoc, c'est comme à Paris, les portes de Versailles. Et en moins important. Et donc, j'ai acheté, enfin, je sais pas comment j'ai fait. Si, je sais, mais jamais vous avez fait parce que vous aviez pas de sous à l'époque quand même. Non, j'ai pas de sous, 0 sous. Mais mon père, qui avait un pressing, connaissait bien l'agence du Crédit Lyonnais à Bordeaux, une des agences, une petite agence. Mon beau-père, pareil. Donc il y a nous deux, ne t'inquiète pas, tu auras l'argent. Et quand je suis allé voir le banquier, il m'a dit ok, on monte le dossier. Hein. Il me rappelait 3 semaines après, il m'a dit écoutez monsieur, on a le résultat si vous voulez venir. En gros, je sais pas comment. Et mais on peut pas vous prêter. J'ai foutez de moi, mais mais non, on peut pas vous prêter parce que vous n'avez pas de garantie. J'ai dit mais et le magasin? Et dans le magasin, c'est un fonds de commerce, ça n'a aucune valeur. Tant que vous n'avez pas exercé, qu'on ne sait pas si ça vaut quelque chose ou pas. Ah, j'ai des flux. Et moi, j'avais baratiné le vendeur pour qu'il me vende son magasin. Il était propriétaire des murs. Vous étiez un peu baratineur déjà. Disons que c'est le fait de refuser, non pas de perdre, mais de perdre bêtement, quoi. Parce que je dis au banquier, vous n'aviez qu'à me le dire dès le départ. J'aurais pas laissé la personne qui me vend ce magasin espérer. Bien sûr. Et il me dit, oui, mais je dis d'autant plus qu'il devait vendre les murs et qu'à cause de ça, il peut pas parce que le gars qui devait lui acheter les murs de ce magasin, il dit, moi, si j'ai plus de locataire, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit, mais achetez-lui-vous, les murs. J'ai foutu de moi. J'ai dit, vous voulez pas me prêter pour acheter un fonds de commerce, un pas de porte, elle voulait qu'il me prêtait pour... Elle dit, oui, parce que là, on a une garantie, c'est les murs. Donc vous avez acheté les murs, c'est comme ça que vous l'avez fait. Ils m'ont prêté l'argent pour acheter les murs. Donc je suis devenu capitaliste. Par hasard encore. Oui, et j'ai découvert, de manière très concrète, que finalement, c'est pas important d'avoir de l'argent, l'important c'est d'avoir quelque chose, une surface. Et que le dicton on prête qu'aux riches, c'est vrai. J'avais pas, on m'a pas prêté, j'avais un bien qui n'avait pas encore été exploité, j'avais pas encore acheté, donc j'ai démarré avec ce magasin dont je suis devenu propriétaire des murs. Est-ce que ce magasin s'est mis à marcher tout de suite ou vous avez dû ramer au départ? J'ai ramé un peu parce que quand même je ne connaissais pas le métier, je savais pas où j'ai pas d'adresse de fournisseur, donc j'ai ramé, mais ça marchait quand même pour autofinancer mes besoins, pour mes crédits, voilà. Et au bout de 2-3 ans, ça marchait bien. Et comme j'avais 23, 24, 25 ans, je sais plus, j'achetais des produits que j'aurais aimé porter. Donc, avec ma femme, on est allé voir, moi je connaissais pas trop ces choses-là. Ses parents étaient dans le prêt-à-porter à Bordeaux, donc elle avait la sensibilité au luxe, au beau, aux griffes, et donc on a été les tout premiers à Bordeaux à vendre des montures Christian Dior. On s'est fait huer par la concurrence, qui dit mais c'est qui ce petit merdeux qui vient nous enquiquiner à vendre des lunettes, ça marchera jamais. Bon, et ça a bien marché. Ça a tellement marché qu'ils ont tous suivi le pas. Et ils ont acheté les mêmes produits, et ça marchait bien. Au bout de 3 ans, j'étais très content, j'avais réalisé des bons objectifs. Et puis un jour, on me dit, l'avenue où j'étais installé, au Bouscat, cette avenue, on va la transformer, le maire nous fait une réunion le soir, on va supprimer le stationnement, on va mettre sens unique. Et moi, j'avais l'expérience des avenues à Bordeaux qui avaient été transformées comme ça, qui étaient très commerciales, et tout d'un coup, ça a pu marcher. Donc j'ai eu très peur. Ils m'ont dit, c'est pas tout de suite, mais ça va se faire. Je me suis dit, je vais pas rester assis comme ça, parce qu'aujourd'hui, je suis bien. S'ils font ça, demain, je suis... Donc j'ai cherché un magasin,
dans une rue importante, commerçante, où il n'y a pas de stationnement et où c'était déjà en sens unique. J'ai pas pris de vacances parce que c'était mon premier été avec le magasin ouvert. Et de là m'est revenue l'idée, il faut toujours être ouvert. La seule façon de ne pas avoir de clients, c'est d'être fermé. Il faut être disponible aux opportunités. Et donc un monsieur vient me voir me dire, je m'ennuyais au magasin, il était 12h30, il faisait très chaud. C'était l'été 75. Et il me dit, écoutez, vous voulez pas acheter un magasin à cours d'intendance? Moi, je crois qu'il disait dans mes idées, dans mes pensées, mais j'ai pas les moyens, vous pensez? Mais non, venez voir, c'est avec des murs. Ah. Et j'ai rencontré un promoteur de Pau qui avait voulu, c'était le démarrage du ski un peu, qui avait voulu créer une station de sport d'hiver dans les Pyrénées, complètement nouvelle de A à Z, mais ça n'a pas marché. Il avait pris des locaux à Bordeaux, cours d'intendance, c'est un peu les Champs-Élysées de Bordeaux, et il était au fond du trou, il m'a dit, effectivement, je veux vendre. Et il vendait avec les murs. Et à un prix où le pas de porte, pour moi, à mes yeux, sans ma grande, j'ai pas une grande expérience, ça valait presque le prix du pas de porte. Et j'ai trouvé un banquier qui m'a prêté l'argent, parce que j'avais des murs. Ça, je savais faire. Et j'ai ouvert mon deuxième magasin. En propre aussi, donc. En propre aussi, oui, à moi, ouais. Et puis, et voilà. Puis j'ai été attaqué, oui, parce que le syndicat des opticiens à Bordeaux avait décidé de devenir mutualiste. Tous les opticiens qui étaient adhérents du syndicat pouvaient pratiquer le tiers payant, enfin, je sais pas, vous connaissez un peu la législation? Enfin, rapidement, mais ouais. Pour les auditeurs, ça peut être intéressant d'ailleurs que vous expliquiez un petit peu. C'est-à-dire que la sécurité sociale ne remboursait quasiment rien, la mutuelle remboursait la différence entre ce que la sécurité sociale était censée payer et ce qu'elle payait réellement. Parce qu'elle payait pas 100%. Les montures à l'époque étaient remboursées 11 francs de l'époque. Pas beaucoup. Et ils remboursaient 70%. Donc la mutuelle vous donnait 30% entre 70%. C'était une misère. Mais pour les gens, on disait, venez avec les papiers, vous payez pas la partie de... Et moi, je suis allé voir le président du syndicat, qui m'aimait pas, puisque... Et j'ai dit, voilà, je voudrais adhérer au syndicat. Il me dit, pourquoi? Je dis, pour être comme tout le monde, quoi. Je suis opticien, j'ai 2 boutiques. Et je veux pas perdre des clients. Il m'a dit, pour être au syndicat, il faut que vous soyez installé depuis... J'ai dit, oui, voilà. Et puis que vous ayez 2 parrains, qui soient des opticiens. J'en connaissais pas un seul. On savait bien qu'il n'allait pas me pistonner, donc... Et il me dit, mais vous voulez faire quoi? Je lui ai dit, parce que j'aimerais avoir le tarif, un tarif syndical pour la vente des verres. Il me dit, non, mais il faut être syndiqué. Donc, en tout, en moyenne, vous pouvez attendre 1 an pour être syndiqué. Donc, pendant ce temps, je peux pas. Il me dit non. J'ai un copain qui a fait l'école d'optique avec moi, qui était à Nancy. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Bernard, tu es syndiqué? Il me dit oui. Tu as le tarif de l'UNSOF? Il me dit oui. J'ai dit, tu peux me l'envoyer? Il me dit, t'en faut combien? Il me dit, j'ai 3 tables de vente, 3. Et là, je dis au syndicat, on a fait un pied de nez, j'ai rien à foutre. Et donc, à partir de là, ils ont essayé de... Enfin, ils n'ont pas essayé de m'agresser, mais je veux dire que j'étais la bête noire pour eux. Ouais. J'étais le trubillon. Parce que vous avez essayé, vous êtes passé entre les mailles du filet, quoi. Ouais. Et bon, et puis ça a marché, et puis de fil en aiguille, j'ai eu un opticien qui est venu s'installer en face de chez moi, en faisant du discount, malhonnêtement. C'est-à-dire que t'es venu me trouver, on va faire le même tarif, on va faire des trucs, faut s'entendre, pas se faire la guerre. Le lundi, moi j'aime bien fermer, il me dit, ce serait bien qu'on ferme. Et moi j'allais le lundi matin pour faire mes comptes, sans ouvrir un magasin, et puis je vois qu'il était ouvert. En fait, il avait été pas franc du collier avec moi, c'était stupide. Donc j'ai ouvert, et puis j'ai compris, et puis je perdais des clients parce que ils faisaient vraiment des prix, ils connaissaient mon tarif. Et donc, quand les gens comparaient, ils savaient où aller. Et j'ai donc décidé de dire, je vais changer de politique commerciale. Je vais faire une politique agressive sur les prix, et j'ai proposé 50% de remise sur les montures. Voilà. Et de fil en aiguille est né le slogan, la moitié de votre monture à l'œil, chez Alain Flelou. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai eu un monde fou. Là, tout d'un coup, ça a été, avec la publicité sur les bus,
sur les affiches dans la presse. J'ai eu un monde fou dans les magasins. Donc j'ai fait le tour de France. Tous les opticiens de France savaient qu'il y avait un petit con à Bordeaux qui faisait du discount et qui raflait la mise. Et puis, les fabricants, certains m'ont boycotté, à l'image de ce qui existait dans notre secteur d'activité. On peut pas vous vendre, sinon les autres ne vous achètent plus. J'ai ok, j'espère qu'ils vous achèteront beaucoup, parce que si un jour vous avez besoin de moi, vous me trouverez plus. Et j'étais persuadé que c'est comme ça que ça se passerait, parce qu'on peut pas refuser de vendre, ou refuser d'acheter, si on a la demande. Donc trouver les approvisionnements à cette époque, c'était pas facile? Ah ben c'était pas compliqué parce que j'avais des idées, j'étais capable d'avoir des idées saugrenues. J'avais un copain qui vivait à Los Angeles. J'ai vu voir les opticiens à Los Angeles. Ils voient s'ils ont une monture Christian Dior, telle marque, demande-leur les prix, demande s'ils veulent bien me les vendre. Il m'a appelé 3 heures après, il m'a dit, ils les vendent 30% moins cher si t'achètes. Alors j'ai eu toutes les collections que je voulais. En plus, j'avais des collections exclusives. C'est-à-dire que les Français n'osaient pas acheter certains produits destinés au marché américain. Moi, je mettais modèle exclusif Christian Dior. Incroyable. Les gens étaient persuadés que j'étais dépositaire Dior. Mais quel sens du commerce, quand même. Enfin, surtout, ce que je... Non. Oui, peut-être, mais c'est le sens des merdes. Je peux pas me laisser abattre. Et vous laissiez pas avoir, enfin, vous laissiez pas faire quand il y avait un problème, quoi. Il y a un problème, ben, je réagis. Et je réagis en anticipant. Et moi, je me disais, j'ai l'impression, la vie dans les affaires, c'est comme un combat de boxe. Il y a des règles, mais quand vous êtes acculé dans un coin parce que vous avez un boxeur beaucoup trop fort pour vous, vous recevez des coups, boum, 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 au 10e, vous tombez raide. Sauf si, avant, vous dites, et j'ai un sursaut d'énergie, et vous sautez au-dessus de lui, et vous le battez. Mais j'ai l'impression, Alain, on se connaît très peu, oui. Mais vous avez l'air d'être quelqu'un de très gentil, oui. Vous avez l'air d'être quelqu'un d'aimable, vous avez l'air... Et c'est vrai que c'est pas l'image du combat de boxe qui nous vient à l'esprit. Non, c'est... Et pourtant... Quand on reçoit des coups, il faut pas continuer à les recevoir. Il y a un moment, il faut le sursaut. L'énergie du désespoir. Mais qu'est-ce que je risque? Alors j'ai sonné à mon copain qui m'a dit, écoute Alain, t'inquiète pas. Et j'ai reçu des centaines de lunettes que j'ai revendues dans nos magasins. Et ça marchait bien, les gens venaient parce que... Et moi j'ai créé un modèle exclusif. Donc les gens de chez Dior sont venus voir en me disant, monsieur Feu, là vous déconnez quoi. Oui, ça j'imagine qu'il devait pas être content. J'ai dit, mais pourquoi? Venez comme les vendre, vous, puis... Voilà. Donc des opticiens en France, les représentants de commerce ont fait ma pub sans le savoir, en disant, oui, un Felou, un Bordeaux, un mec qui fait... Ils m'ont appelé, ils ont pris rendez-vous, vous saurez comment faire. Il faut faire la même chose. Et moi, j'ai dit, c'est pas compliqué, regardez, faites. Mais en fait, il a eu la peur d'entreprendre quelque chose qu'il ne maîtrisait pas, qu'il ne connaissait pas. En moralité, il y avait un monsieur qui travaillait chez Havas à Paris, avec qui je faisais la pub, il m'avait dit, mais Alain, pourquoi vous faites pas la franchise? J'allais vous demander comment vous étiez venu à faire de la franchise, comment vous aviez eu... Et ben voilà, il me dit, c'est lui qui m'en parle, il me dit, j'ai un copain, monsieur Benjamin Mahler, et le petit-fils de Simone Mahler, le laboratoire, qui est président de la Fédération Française de la Franchise, et puis il est de Bordeaux. Il organise un déjeuner, nous trois. Et je lui explique, monsieur, on déjeune à Bordeaux, et puis il me dit, mais, cher monsieur, vous avez un truc exceptionnel pour faire de la franchise, ça va marcher. À ce stade, vous savez à peine ce que c'est, si. Non, mais, moi, franchise, je n'osais pas lui dire, parce que franchise, je savais ce que c'était d'être la franchise ou le mensonge, quoi. Aussi stupide que ça. Il m'explique, et puis il me dit, il faut aller voir un avocat, notre avocat à Poitiers, l'avocat de la Fédération Française de la Franchise, qui me fait mon contrat. Et en me faisant mon contrat, je déroule ma politique commerciale que j'ai pas en tête. Vous l'avez imaginé à cette occasion, quoi. Voilà. Vous avez combien de boutiques à l'époque? J'avais 3. Je l'ai façonné comme ça. Et puis mes premiers candidats à la franchise sont arrivés. Parce que vous étiez déjà assez connu finalement à cause de toute cette histoire. À cause de Bordeaux. Grâce à mes confrères. Finalement, le fait de se faire détester, c'était pas... Qui m'ont fait la pub, oui. C'est pour ça que je dis dans la vie, 100% ok avec le dicton qui dit en mal ou en bien sur celle, c'est qu'on parle de vous. Ça a été difficile parfois pour vous de pas être aimé justement de vos confrères? Je trouvais que c'était méchant, certains qu'on dise que je cassais les prix. Bon, après tout, pourquoi pas? J'ai pas cassé le marché.
Quand je me suis lancé, il y avait 5000 opticiens en France, on est 20 000 aujourd'hui. Non, ce qui était méchant, c'est quand on touchait à ma personne. Quand on disait, bon, son beau-père, c'est une fortune. C'était faux, le pauvre. Il aurait bien aimé avoir le centième de ce qu'on lui prêtait. Mais bon, donc puis au bout d'un moment, je vivais à Paris. Donc j'étais pas reconnu dans les rues, je m'en foutais. Voilà. C'est-à-dire que ça m'a fait très mal, puis à un moment ça a commencé à glisser, et après c'est parti. Je m'en foutais de ce qu'il disait. Et même le directeur de l'école d'optique avait renié le fait que j'ai pu être diplômé en ayant fait des... Oui. Ils avaient peur, c'est un peu comme Israël aujourd'hui, les gens disent non. Voilà. Et donc, ça m'a... d'être sorti gagnant de ce combat, parce que, je peux dire, moi je suis toujours là, eux ils sont plus. Ça m'a donné confiance en moi. Pas de la prétention. Mais je me suis dit, tu vois, quelle bande de cons. Au lieu de s'occuper de leur magasin, ils s'occupent de dire comment ils pourraient faire pour m'abattre. Comme s'il y avait que 10 fournisseurs pour des montures dans le monde entier. Et voilà, c'est comme ça que la franchise a démarré. Une longue aventure. Alors, je voulais en parler de la franchise, mais avant ça, j'aimerais parler de marketing, parce qu'en fait, ce qui est fascinant quand même avec vous, Alain, c'est que vous êtes un peu le premier influenceur français. Vous avez un peu inventé le métier, franchement, quand on y pense, au sens où vous avez incarné votre marque très tôt. Oui. On comprend ça dès le début. Comment ça vous est venu de jouer là-dessus? Et donc, je fais allusion à Chin Chin, etc. Mais le fait que vous portiez la parole pour votre marque, Oui. Elle portait votre nom, Oui. C'était complètement inhabituel à l'époque. Oui, et je veux dire que c'est encore une fois le fruit du hasard. C'est comme une boule qui roule, qui tombe, et à chaque étape, vous essayez de réagir. Et puis, il faut être franchiseur, il faut être propriétaire de sa marque. Et moi, j'appelais les magasins Visuel Optique. À l'époque, ça s'appelait Visuel Optique. Oui, les 3 premiers magasins. Et puis, quand je vais dans un franchise, l'avocat m'a dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas vous approprier cette marque, parce que n'importe qui peut vous l'appliquer. Parce que c'est une marque générique. C'est tous les produits optiques à usage visuel. Pour un opticien, vous pouvez pas vous l'approprier. Donc on a cherché. J'ai ameuté tous mes copains, mes relations, mes amis. Puis un jour, comme il dit, pourquoi vous appelez pas Alain Flelou? J'ai écouté, si c'est ça votre truc, laissez tomber. Non, parce que toute ma vie, mon nom a été écorché par les profs, à Frelou, à Filou. On avait du mal à prononcer. Jusqu'à pour les gens qui entendent pas bien ou quand on prononce mal, le F est confondu avec un S. Donc, quand j'appelais pour réserver un billet d'avion, on dit quel nom? À Flelou. Vous pouvez m'appeler? Oui. A, 2 F. Alors, A, S, S, non. Donc je me dis, c'est pas possible, quoi. Puis c'était pas très joli comme nom. Vous y croyez pas, vous, à l'époque, à ce Non. Sinon, je l'aurais pris dès le départ. Et donc, pour ouvrir mon premier magasin à Rouen et à Bayonne, il me fallait une enseigne. Donc, je dis, bon, mais écoutez, tant pis, on prend un Flelou, on verra. Et on va chercher autre chose. Et c'est mignon parce que quelques années après, j'ai rencontré l'agence RSCG. Ils m'ont dit, tout est parfait dans votre truc. Il n'y a qu'un truc qui va pas, monsieur Flelou, c'est votre nom. C'est pas possible. Et je dis, c'est méchant, mais j'accepte. Alors, trouvez autre chose. Mais c'est notre métier. Laissez-nous faire. Et ils reviennent 15 jours après, avec une campagne sur Paperboard, et ils commencent à m'expliquer comment montrez-moi, puis je vous dis si c'est bien ou pas, quoi, messieurs. Et je découvre une affiche qui avait ce format, avec un mec allongé sur des filles qui le portaient, et dans la marge, j'avais écrit « On est fou d'Aflelou ». Mon tueur après coup de temps, je vois ça, je reçois un choc. Parce que moi, j'ai vite compris que c'était moi. Et je suis plutôt quelqu'un de timide, introverti. Quand on voit le parcours derrière, on dit, oui, je raconte des conneries, mais j'ai dit, mais déjà, je comprenais pas pourquoi. On dit, écoutez, dans la pub, il y a 2 façons de faire la pub. Soit c'est l'annonceur qui dit ce qu'il fait, soit c'est les clients qui disent, les gens dans les rues qui parlent de vous et qui vous font la pub. Alors comme vous pouvez pas dire
je suis opticien mieux que les nôtres, parce que vous aviez... Il me dit, on va faire parler le club des fans d'Afflelou. Parce que vous avez les plus belles montures, parce que vous êtes jeune, parce que vous êtes beau, parce que si, ça. On va être fan de vous. Et donc, on fait le club des fans d'Afflelou. Donc, on est fou d'Afflelou. Et pourquoi on est fou? Parce que Afflelou, c'était pas facile à retenir. Ils ont choisi une rime qui mémotechniquement fasse qu'on accroche le mot Afflelou. Donc, on me dit, quand on réfléchit, il y a des hibou, genou, caillou, chouchou, fou. Il dit, voilà, fou. Parce que, on dit pas Afflelou, il est fou, on dit nous, il nous fout, il nous rend fou. Voilà. Alors moi, je les ai envoyés balader, j'ai jamais je ferai ça. Ma femme me dit, tu as tort, parce que c'est bien. Et puis, j'ai quelques collaborateurs, on était 4 ou 5. Et je dis, non, mais moi, je trouve que c'est très bien, vraiment. Alors, on ose. Donc, vous êtes fait convaincre. Vous avez Ouais. osé. Au pire, je me dis, si ça marche pas, Oui. on renouvellera pas. Et on fait un film publicitaire. Et c'est vous dans le film? Oui. Il voulait que ça soit vous, il fallait que ça soit vous. Oui. Ah oui, il m'a dit, non mais... Vous êtes Alain Afflelou, donc autant le dire. Si on le dit, autant le montrer. Vous avez une gueule qui passe, excusez-moi, mais si vous étiez... Le publicitaire pense à ce genre de choses et il a bien raison. Voilà. Mais, et puis vous allez pouvoir parler en votre nom et au nom de l'entreprise. Peut-être qu'un jour, ça sera utile, me disent-ils. Et puis en plus, c'est pas négligeable, c'est que vous avez des initiales identiques. Et quelles initiales? Les premières lettres de l'alphabet. A. Il y a une symbolique dans le subconscient des gens, vous êtes premier. Voilà, donc on fait un film publicitaire. C'est José Pinero, le réalisateur qui venait de faire avec Delon, ne réveille pas un flic qui dort, je sais pas quoi. Et j'incarne un vieil opticien qui se métamorphose en nouvel opticien. Parce que la signification, c'était Alain Afflelou, opticien nouvelle génération. D'accord. Alors donc, je suis grimé en très vieil opticien. Ça doit être drôle, ceci dit, comme moment. Il y avait un ventilateur qui me balançait la poussière, des trucs sur le côté. Et c'était l'opticien de grand-papa, Basta. C'était une voix off. Ils aimaient bien les rimes. Voilà. Alain Afflelou, opticien nouvelle génération. Et c'est parti comme ça. Et les gens chantaient ça dans la rue, devant les magasins. Parce que c'est Oui, parce qu'il y avait un jingle aussi. Oui, on est fou d'Afflelou. On est fou d'Afflelou. Voilà. Et ça, c'était un succès foudroyant en 3 mois, quoi. En 3 mois, j'ai acquis une notoriété importante. En fait, en 3 mois, tout d'un coup, vous passez d'un opticien un peu régional. Inconnu. Oui. À... Sauf de ses parents. Ouais. Ah, peut-être pas la star des opticiens, mais en tout cas l'opticien le plus connu de France. Enfin, et peut-être pas le plus connu à l'époque, j'en sais rien, mais un opticien connu. Ouais. Et du reste, la campagne d'après eux, on me montre, j'arrive à Roissy, parce que j'en sais un nouveau concept qui était le contrat l'anti-liberté. C'est un truc qui n'existe plus, mais qui a vraiment bien fonctionné. J'imaginais, en termes de marketing, que je pouvais pas me baser que sur des prix pour avoir des clients. On trouvera toujours quelqu'un qui fera moins cher. Ouais. Fait que je donne la technicité à mon enseigne. Et donc, le produit qui était le plus noble à l'époque, pour les gens, c'était les verres de contact. La contactologie. Et donc, j'ai inventé cette chose-là. Et donc, j'arrive un matin tôt, on tournait à Roissy, à Charles de Gaulle, je sais plus quel lieu encore c'était. Et puis j'étais censé avoir la foule qui m'attendait, les journalistes. Alain Afflelou, on vous appelle le trubillon de l'optique, et vous avez inventé le contrat l'anti-liberté. Et moi, mon seul dialogue, c'était de répondre oui ou non. Oui, non. Enfin, je vous raconte pas le film, puis à la fin, vous trouvez tout ça sur le site internet, la pub. Et à la fin, je monte dans la voiture pour partir, et puis quelqu'un dit « Mais c'est fou, c'est génial !» Et moi je dis « Non, c'est utile. » Voilà. Et donc, les choses se sont construites step by step, quoi. Enfin, ce que je constate quand même quand vous me racontez toutes ces histoires, c'est que vous êtes jamais arrêté
de réfléchir à comment aller plus loin. C'est-à-dire que vous réussissez le premier succès marketing, ils sont fous d'Afflelou, on est fous d'Afflelou, et puis ensuite, dès que ça marche, vous arrêtez pas là, parce que bien souvent, en fait, c'est ça aussi l'histoire, c'est que les gens qui ont du succès s'arrêtent un peu à un premier succès, et vous, j'ai l'impression qu'en permanence... Moi, mon objectif n'était pas d'avoir du succès sur un coup. C'était de dire, il faut que ça dure, parce que j'ai des clients, et je suis à la recherche de nouveaux clients, des opticiens, truc. Et là, ça a été grouillement. Voilà, on est vite arrivé à... Enfin, au bout de 5 ans, on avait 100 magasins. Comment est-ce que vous faisiez, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de créatif, visiblement, mais comment vous faisiez pour avoir ces idées? Vous alliez voir des publicitaires, vous aviez une équipe autour de vous pour vous aider, ça venait beaucoup de vous? Non, j'allais voir les publicitaires quand il fallait mettre en œuvre ce qu'on avait imaginé. Moi, j'imagine la politique commerciale. Donc, quand je fais le contrat d'anti-liberté, eux me le mettent en musique. Mais moi, j'avais eu l'idée de base. J'ai pas besoin de quelqu'un pour les donner. Et tout à l'avenant. Et quand je suis observateur du marché, je suis très sensible à ce qui se passe sur le marché de l'optique. Et donc, on commençait dans nos magasins, à vendre de plus en plus ce qu'on appelle une lettre japonaise, une lettre de lecture. C'est une lettre toute faite qui était antinomique de notre activité. Et c'est une lettre de lecture pour les presbytes. Quand on atteint 40, 45 ans, on commence à moins bien voir de près, donc on éloigne. Donc on met des lunettes qui ne sont pas correctrices d'un défaut visuel, mais d'une pathologie presque. C'est le cristallin qui se pacifie. Donc on peut faire des lunettes toutes prêtes. Donc j'ai créé, et je me suis dit, parce que je suis opticien, que j'ai vendu des lunettes toute ma vie, je savais ce qu'il fallait essayer de construire. Donc c'est des lunettes qu'on met et qu'on enlève. Moi j'ai comparé ça au stylo bic ou au briquet. C'était la lunette paire d'âme. C'est pas la fin du monde si vous l'oubliez quelque part, vous en avez d'autres. Donc j'ai fait un coffret de 4 lunettes, 4 fois la même lunette, avec des corrections toutes faites pour les presbytes et des couleurs différentes, pour que ce soit un peu plus joyeux, plus gai. Et donc je travaillais, Jacques Séguéla était venu me voir en personne. Elle est géniale ton idée, mais t'as pas de nom, hein? J'ai dit non, je cherche. Ça va de nom, j'ai dit non, mais je cherche. Alors, il était dans mon bureau aux Champs-Élysées, et puis il me dit combien tu vas les vendre? J'ai dit 390 francs, la boîte de 4, quoi. Et moi je réalise qu'il y a un truc bizarre, c'est qu'à 390, c'est presque 400. Il y a 4 lunettes, 4 couleurs. Et en déconnant, je dis j'ai 4 garçons. Le chiffre 4 me suivait, hein, j'ai dit. Comment on dit? Et ça touche la quarantaine. Elle dit comment on dit? En anglais, j'ai dit 40, non? Elle n'y cherche pas, tu as ton nom. La Forti d'Afflelou, voilà. Et donc là, on a fait de la pub dans le train. L'endroit où on a le plus besoin de lire, c'est dans le train, et puis on se moque des gens qui veulent pas annoncer leur âge. Ou qui ont peur. Et c'était la Forti d'Afflelou. La Forti, voilà. Et à chaque fois, effectivement, des slogans, mais tellement mémorables. Oui. C'est assez fou. Et la musique, elle est bien avec, hein. Les musiques sont très bien. Sans parler de Chin Chin, évidemment. Oui. Au-delà de l'aspect marketing, il y a aussi l'aspect entrepreneurial et business, parce que vous commencez avec rien et vous finissez à avoir littéralement, je crois, plus de 1000 boutiques en franchise. Enfin, 1500. 1500. Oui. C'est absolument dingue. Pour les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi, de personnes qui s'intéressent au monde des affaires. Et enfin, quelles sont peut-être les erreurs les plus colossales, enfin pas les plus colossales, mais en tout cas les erreurs que vous ayez commises, ou avec le recul vous vous diriez ok, je referais différemment maintenant. Il ne doit pas y en avoir énormément parce que sinon vous auriez pas à faire autant de choses. C'est quand j'ai essayé de m'éloigner de la ligne directrice que j'ai mis en place. Et pour moi la ligne directrice c'était si on a quelque chose à dire, il faut le dire. Si on n'a rien à dire, on parle pas pour rien dire. Excusez-moi, mais c'est que du bon sens. Et dans la pub, il faut enfoncer le clou. J'avais un copain publicitaire qui me disait, écoute, si Coca-Cola continue à faire de la pub, je pense que tu peux continuer, toi. Parce que vous en aviez marre à un moment donné. Non, parce que moi, j'avais l'impression que de redire toujours la même chose. Ouais. Il me dit, mais c'est toi qui te fatigue. C'est les annonceurs qui se fatiguent. C'est jamais le public. Donc, n'aie pas peur. La pub, c'est un clou. Et un gros marteau. Et tu tapes, et tu tapes, et tu tapes. Et le jour où tu arrêtes de taper, il ressort. Alors, tape. Alors, n'aie pas peur de balancer
chaque fois ton même message, surtout s'il est bon. Et donc, le peu de fois où je me suis laissé influencer par mes franchisés, qui me disaient on devrait ci, on devrait... Je me suis planté. Parce que ma conviction était que je n'avais pas imaginé ça comme ça. C'était vraiment... Le marketing, c'est de la stratégie mathématique presque. Voilà, c'est cartésien. On fait ça parce que... Et après, la publicité, on peut délirer à faire ce qu'on veut. Mais dans le marketing, pour dire... Vous voyez, je vous ai expliqué pourquoi on a dit on est fou d'Afflelou. Parce que il fallait trouver une rime à Afflelou pour accrocher le nom qui était pas beau. Parce que il fallait que le public puisse dire on comprend pourquoi, parce qu'il y a des belles lunettes. Et puis dans la pub, on expliquait. Et après, on a mis en place une stratégie de communication qui était basée sur l'image de l'enseigne, qui devait témoigner de la sympathie, de l'humour, de la vérité dans les promesses, la sincérité, puisque c'est le petit saint qui le dit, donc il est crédible, il a fait ça. Vous l'incarnez vous-même en plus. Voilà. Donc ne t'éloigne jamais de ça. Chaque fois que j'ai voulu m'éloigner, le peu de fois fait, on s'est planté. Et je me suis dit, plus jamais je n'écouterai quelqu'un d'autre que mon instinct, si c'est sur du rationnel. Après, on peut me dire, on t'habille en noir, ça serait mieux en bleu ou en jaune. Ça, c'est une question de goût. Mais c'est quand même le message qui a la force. Et donc cet instinct, c'est aussi votre expérience parce que vous l'avez construit sur des années. Mais réussir à résister, c'est un sujet qui me parle. Vous savez, je vous ai dit, moi aussi, je suis entrepreneur. Et bien souvent, on a envie d'écouter des gens qu'on respecte, qui sont intelligents, qui rationnellement vous dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Comment est-ce que vous savez quand il faut pas les écouter? Parce que si je suis sûr de moi, je les questionne presque pour qu'ils m'accréditent ou qu'ils me voient les petits problèmes. Mais il y a quand même eu certaines situations où j'ai changé d'avis après avoir été déconseillé. On m'a dit c'est pas bien. Et en fait, quand on est sûr de soi, enfin quand on pense être sûr de soi, pas dire je suis plus fort que les autres, mais je sens fort, voilà, il faut y aller. Si on ne va que parce que 2 et 2 ça fait 4, ça marche pas. Il faut aller en prenant un risque. Le risque, c'est le côté insensé de la chose. Voilà. Donc, on parlait de l'étape de la franchise qui a été une étape colossale parce que, comme on disait, on est arrivé à 1500 franchises qui est quand même énorme. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ma question, c'est qu'est-ce qui vous poussait à toujours rajouter des marchés? Parce qu'on n'en parle pas, il y avait l'international. Qu'est-ce qui faisait que vous aviez envie d'avoir toujours... Mais je n'avais pas envie de dire, il faut aller là. Je ne suis jamais fixé comme objectif. Je me souviens quand je me suis installé dans ma petite rue, là, au Bouscat, mon objectif, ce n'était pas d'être le meilleur de la rue, ni encore moins de la ville. C'était d'être assez bon pour payer mes échéances, faire mes trucs, c'est tout. Être meilleur de ce que je suis capable d'être. Donc, me pousser moi-même. Mais pas pour dire, je vais vous montrer ce que je suis. Jamais, jamais, jamais. Jamais. C'est pour ça que, quelque part, j'évite de trop parler, parce que je veux pas qu'on donne l'impression de monsieur, je sais tout, quoi. C'est pas du tout l'impression qu'on a. Dans le cadre de la franchise, une des questions aussi que je voulais vous poser, c'est j'imagine que l'humain, le fait d'embaucher des personnes de qualité, c'est essentiel parce que c'est eux qui gèrent concrètement. Enfin, alors c'est pas des embauches dans le cas de la filiale, mais choisir les franchisés. Est-ce que vous pourriez me décrire comment vous faisiez, quel était votre état d'esprit sur la partie humaine et recrutement pour avoir les bonnes personnes? Mais je pense m'être trompé très souvent, parce que c'était pas rationnel, parce que je passais pas par des cabinets de recrutement, que le peu de fois où je suis passé, c'était pire. Mais ça marchait quand même quand c'était intuitif comme ça? Oui, mais souvent, je découvrais que les gens que je recrutais étaient relativement vite limités. D'accord. Et peut-être que c'est de ma faute, peut-être que je savais mieux qu'eux, ou plus qu'eux, en tout cas c'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'ils auraient eu à faire? Bah, c'était mon truc. J'ai peut-être pas eu la vie devant moi pour dire je peux attendre pendant 1 an, 2 ans qu'ils comprennent bien tout ce qu'on fait pour pouvoir l'exploiter. Mais ça, c'est un problème d'entrepreneur, de quand on connaît si bien son métier. Oui. Bah, finalement, quand vous recrutez quelqu'un, même s'il est compétent, il connaît pas bien son métier aussi bien que vous, c'est pas possible.
c'est pas, oui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il soit bon. Qu'il y arrive, peu importe. Qu'il arrive avec sa méthode ou une autre, mais qu'il y arrive. La pire des choses, c'est s'entêter à dire non, c'est pas bien ce que vous faites, je fais ça, et puis qu'il se plante, quoi. On a perdu du temps. Et donc pour ça, vous pensez avoir des conseils à nous donner, parce que mine de rien, avec 1500 franchises, je peux imaginer que vous avez vu un petit peu de monde, sur comment réussir à pas se tromper, même si on se trompe toujours. On peut faire tout ce qu'il faut pour éviter de se tromper, puis après, vous savez, on refait toujours les mêmes erreurs. Ça ne nous sert pas à grand chose. Il faut s'en souvenir, c'est tout. Et puis après, ne pas être paralysé par les erreurs qu'on a pu connaître. Donc, déjà, l'affect est très important. On voit avec quelqu'un si on a envie de travailler avec lui, de parler avec lui, de construire avec lui ou pas. Et puis après, il faut qu'il ait la compétence. Et ça se découvre uniquement au niveau du boulot. Je veux dire, un cabinet de recrutement, vous dire, c'est un bon manager pour une entreprise comme la mienne aujourd'hui, oui. Mais quand je cherchais quelqu'un pour faire du développement, je voulais savoir s'il était capable de comment il baratiner pour faire signer un franchisé, quoi. Et c'est intéressant ce que vous disiez, il faut que vous vous entendiez bien. Oui. C'est marrant, c'est un conseil qu'on n'entend pas très souvent, ça. Le fait d'avoir une bonne relation, en fait, de pouvoir se dire les choses. Ça veut pas dire qu'on est obligé de s'aimer. Mais s'entendre bien, c'est-à-dire que ce que vous dites, ce que vous pensez, à 80%, je partage. Et pas quelqu'un avec lequel la pire des choses, c'est les bénis oui. Moi, j'ai vu dans ma vie, quelquefois, des gens me dire, monsieur, j'ai envie de travailler avec vous, c'est monstrueux ce que vous avez fait, vous vous rendez compte, vous êtes une gloire nationale. Ouais, laissez tomber, franchement. Parce que les 2 ou 3 fois où je me suis laissé avoir, c'était du raplapla, quoi. Voilà, il faut s'entendre. Il faut ne pas avoir de répulsion. Hein? Il y a des... Non, mais... Donc c'est pas non plus une amitié. Non, mais vous pouvez. Il y a des gens pour lesquels ça passe pas, c'est physique. Le premier contact, vous avez un truc qui vous dit rien, vous faites comme si vous n'allez pas le voir, les gens disent oh c'est pas grave, et puis c'est pas vrai, quoi. Une petite tâche, ça devient une marre. Mais ce que j'entends en fait depuis le début, c'est que vous écoutez énormément cet instinct, cette intuition qui vous dit parce que ça c'est aussi intuitif, est-ce que vous l'aimez pas la personne. Oui. Ça n'empêche pas de faire des erreurs, des bêtises. Bah, bien sûr. Et de rebondir derrière. Et on apprend de ces erreurs. Est-ce que vous acceptez, Alain, de me parler, après ce développement fou, Flelou, de la cession vous décidez, si je me trompe pas, donc en 2012, de céder une partie du groupe, tout en restant le visage de la marque. Pourquoi est-ce que vous faites ce choix? Parce que quand j'ai démarré mon premier magasin, la veille de l'ouverture, on prépare tout, mes parents étaient là, mes beaux-parents, tout le monde, c'est une affaire de famille, quoi. Et puis, merde, si quelqu'un vient m'acheter un truc demain, si je dois rendre la monnaie, j'ai pas de sous. J'ai rien. Mon père m'a fait 50 francs. J'ai dit, ça me suffit. Et donc, j'ai eu cette chance de démarrer sans rien. Il fallait que je me débrouille pour tout avoir, pour tout faire construire. Voilà. C'est ça qui forme, je crois, non pas le caractère, mais le tempérament. C'est pas la richesse, c'est pas l'objectif d'être riche. C'est pas l'objectif. En plus, je crois que j'étais très pragmatique. Mais si vous venez chez moi acheter des lunettes et que, en sortant, les gens vont dire, ouh, c'est de belles lunettes. Et en plus, j'y vois bien. Alors là, vous allez m'envoyer des clients. Si je vous chope et je vais prendre le pognon, enfin, excusez-moi, et que derrière, les gens vont dire, ah, c'était mieux les autres. Là, j'ai perdu des clients. Donc, c'est que du bon sens. Ne pas arnaquer les gens, être honnête. Parce qu'on est appelé à se revoir. Et à l'époque, j'avais lu, par des spécialistes marketing, qu'un client satisfait, ça amène 7 clients. Un client mécontent, ça en repousse 11. Ah ouais. Voilà. On parle beaucoup plus quand on est mécontent que quand on est content. Ouais. Si vous êtes content, vous dites c'est normal, bon j'ai payé, c'est bien. Si vous n'êtes pas content, vous dites en plus j'ai payé. N'allez surtout pas là. Voilà, donc excusez-moi, j'ai perdu le fil là. La question, vous savez, c'était sur la cession et vous disiez qu'en fait quand vous pourquoi j'ai vendu, vous n'aviez rien et donc voilà, donc il y avait un. Excusez-moi, j'ai fait une. J'étais parti pour vous dire donc je n'avais rien et à un moment il y a des banquiers qui m'approchent et qui me proposent un prix. Je ne veux pas rêver dans le plus beau, le meilleur de mes rêves de toucher un jour une somme pareille. Et je me dis bon,
tout repose sur mes épaules. Aujourd'hui, ça marche, si demain, ça marche pas, ou je tombe, j'ai un accident. Aujourd'hui, je mets ma gueule en photo. Demain, je peux ne plus avoir à la remettre parce que je serai défiguré et mes enfants, j'en laisse rien. Je me suis comporté en père de famille. Et j'ai dit, je fais une cagnotte. Et donc, j'ai mis l'argent de côté. C'était un beau paquet d'argent. Je me suis dit, pour moi, à l'époque. Et je me suis dit, bon, au moins, j'aurais pas tout raté. Si ça va pas plus loin. Donc voilà. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues racheter. Et aujourd'hui, j'ai des actionnaires avec lesquels je m'entends très bien, qui est le fonds Lyon Capital. Et je remonte au capital, puisque il y a un mois, on a repris, avec mes enfants, encore 11%, et on est à 40%. Et mon objectif, c'est de reconstituer l'outil que j'avais, et leur laisser la majorité. Vous êtes passé sous la majorité, et vous êtes en train de remonter progressivement au capital. Oui. Félicitations, c'est... Pour mes enfants. C'est un beau cadeau, enfin c'est un beau cadeau que vous leur faites. Un cadeau où ils vont devoir bosser un petit peu, j'imagine. Ils travaillent bien. Ils travaillent bien, et justement, si je ne me trompe pas, ils travaillent pour le groupe. Ah oui, oui. J'en ai 3 sur 4 qui sont dans le groupe. Ça a été une évidence pour vous et pour eux de travailler ensemble ? Pas du tout. Et les gens à l'époque me disaient, mais tes enfants, ils prendront la suite. J'ai dit, mes enfants, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je vais pas les guider parce que j'étais conscient des difficultés que j'ai traversées. Et j'étais pas sûr que mes enfants auraient envie de vivre les mêmes choses, ou pire. Bon, et puis, le hasard a fait que mon fils aîné a fait du droit. C'est moi qui l'ai conseillé parce qu'il voulait pas faire de choses trop statiques. Et moi, je pensais que pour ses études, il serait doué pour faire du droit. Et que dans le monde de l'entreprise, on a besoin de plus en plus de juristes. Donc, et puis, il a fini ses études. Il a fait un stage de 2 mois dans l'entreprise. Au bout de 2 mois, il dit, je peux pas faire ça, je peux pas rester enfermé toute la journée dans un bureau à attendre des clients. C'est pas mon truc. Moi, je veux faire du commerce. Donc, je veux aller chercher des franchisés. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il est patron du développement de la franchise. Donc, c'est lui, il connaît tous les franchisés, leurs magasins, il les visite, enfin bon. Le second, il savait pas quoi faire. Il n'avait pas envie de faire 15 ans d'études. Et ben, je dis, écoute, on s'est jamais fait école d'optique, on sait jamais. Tu pourras toujours, c'est pas la fin des haricots si tu te plantes, quoi. Non, il a fait l'étude, il est sorti opticien, et il a travaillé dans les magasins. Et puis un jour, on a eu besoin de développer en Suisse une structure de bureau d'achat. Et il est venu en prendre la tête, ça fait 20 ans. Maintenant, il est suisse. Le troisième mène sa vie. Il investit dans des startups, il est très malin et il se débrouille. Pas trop mal, je crois. Et le quatrième, le plus jeune, il a 35 ans quand même, il a fait une école supérieure de commerce à Bordeaux. Le destin, il n'avait jamais mis les pieds de sa vie à Bordeaux. Moi, j'ai commencé mes études, ma vie à Bordeaux, enfin, à 20 ans, j'ai quitté Bordeaux pour venir faire mes études à Paris, et lui, à 20 ans, il a quitté Paris pour venir faire des études à Bordeaux. Ça a bien marché, je l'avais pris avec moi à Londres 1 an pour faire un stage, marketing. Ensemble, on a lancé l'audio, et là, j'ai pu découvrir un peu ses qualités. Et j'ai dit, je peux lui faire confiance. Et puis, après, il est allé ouvrir un magasin à Madrid. Je voulais qu'il ait une expérience un peu de tous les domaines de notre secteur d'activité. Ça a bien marché. Il est venu à Genève, au bureau d'achat, pour développer les produits à l'international. Et puis, j'ai repris à Paris au marketing. Et quand je suis rentré je suis rentré de Londres, et lui, on a eu des problèmes avec le PDG de l'époque, on s'en est séparés, et moi j'ai dit, il n'y en a pas un autre qui pourra faire mieux que lui, et ça a été à l'unanimité qu'il a été sélectionné. Je tremblais un peu parce qu'il est quand même jeune pour être PDG de toute cette entreprise. Comment ça va être jugé par le monde extérieur, la presse professionnelle, tout le monde l'adore. Il est bon, voilà, il est bon. Est-ce que vous pensiez, quand vous repensez quand même au petit Alain à Flelou, oui,
né en Algérie, Oui. vos enfants, 3 de vos enfants sur 4, c'est quand même énorme, Oui. travaillent dans l'entreprise que vous avez créée, Oui. qui a littéralement des milliers de magasins, enfin 1500 magasins, et qui est aujourd'hui une référence. Je vous écoute et je me trouve trop modeste parce que je devrais être plus heureux que je ne le suis. Et pourquoi vous n'êtes pas heureux? Je le suis, mais je veux dire, je crie pas sur les toits que c'est formidable. Bon, vous n'avez pas besoin de le crier sur le toit, mais vous pouvez le ressentir. Quand les gens me disent, mais c'est fabuleux, comme vous venez de me le dire, je dis oui, oui. Maintenant, je reconnais que ce qu'on a fait et mon parcours n'est pas banal. Vous Voilà. auriez aimé faire encore plus? Non. Non, 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 non. Je dis, l'ambition, c'est de réussir, et la prétention, c'est de vouloir être meilleur. Le meilleur. Et la prétention, je pense pas que ça guide le monde. Tous les gens qui sont prétentieux, ça marche un coup, deux coups. Des gens qui ont réussi pendant 1 an ou 2, qui pensent qu'ils ne peuvent plus se planter, ils sont tous plantés. Moi, chaque fois que j'ai lancé un concept, je remettais tout, pas tout ce que j'avais, mais je me remettais en cause et je remettais l'entreprise en cause. Et là, on est en train de lancer en permanence des nouvelles choses. Alain, on arrive à la fin de cette conversation et j'ai des questions que je pose à tous mes invités qui sont un peu plus personnelles. Vous allez voir, je serai vraiment curieuse de savoir ce que vous allez me dire. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec qui sera un peu votre plus bel échec ou une période difficile de doute? Parce que au-delà de ce moment difficile, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement? Écoutez, j'ai dû en vivre suffisamment pour que ça m'ait marqué. Mais j'en ai pas un que je puisse considérer comme un grand échec. Excusez-moi sans être prétentieux, mais par rapport au succès, c'est pas grave. Si je n'ai eu que ça comme échec en étant où je suis et en ayant fait ce qu'on a fait, je trouve que je souhaite à tout le monde de faire la même chose. Mais chaque fois que j'ai eu des échecs, j'ai tiré une leçon. Soit je suis allé trop vite, soit j'ai pas réfléchi suffisamment, soit j'ai été aveuglé par quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on devait faire. Je me suis laissé détourner de l'objectif que je m'étais fixé. Donc, les échecs, on s'en nourrit. Faut savoir pourquoi on a échoué. Faut pas se suicider parce qu'on a échoué. Je pense qu'il faut pas quelqu'un qui se trompe, quelqu'un qui se plante. S'il a tout fait pour que ça marche, c'est pas grave. Mais si c'est planté parce qu'il est parti dès le départ dans le mur et qu'il n'a pas voulu voir qu'il y avait le mur devant lui, bon, c'est une faute. Donc moi je fais le distinguo entre l'erreur et la faute. Et une erreur qui se répète, c'est une faute. Voilà. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Ça peut être à titre personnel, professionnel, ce que vous voulez. Je ferai en sorte d'être né 20 ans plus tôt pour avoir 20 ans encore à vivre. En plus. 20 ans plus tard. 20 ans plus tard. Oui. Très bien. Une question que j'aime bien. Qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce que vous trouvez beau, soit esthétiquement, soit dans un comportement? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous émeut? Moi, il n'y a rien de plus beau que la personne humaine. Quand je rencontre quelqu'un qui a une beauté intérieure qui ressort, ça m'émeut. Ça me touche, j'ai envie de la revoir et de lui parler. Voilà, bon. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce que vous aimez pas observer? Qu'est-ce qui vous déplaît? Ce qui me déplaît, c'est le côté moche. Moche des gens. Et le côté vilain. La trahison. Alors, je dis pas que j'ai jamais dû trahir. Peut-être que j'ai dû le faire sans même en être conscient. En mettant peut-être ça sur la cause de... J'avais pas le choix. Peut-être que j'ai pas le choix. J'aurais eu le choix. J'ai pas osé aller plus loin. Alors oui, voilà. Les gens moches, c'est des gens, pas que physiquement, c'est des gens qui font des choses moches. Est-ce que vous avez une maxime ou une citation qui vous tient à cœur, peut-être que vous répétiez, qui compte pour vous? Un jour, j'ai signé un épitaphe dans un, je sais plus où j'étais, on m'a demandé d'écrire un truc. Et on m'a dit, c'est pas mal ce que vous avez dit, mais moi j'ai dit, ne cherche pas à vendre ce que tu ne serais pas capable d'acheter. Voilà. Pour bien vendre quelque chose, il faut l'aimer au point de dire, moi si on me présentait, je l'achèterais. Vous avez toujours été, vous vouliez être votre premier client. Vous vouliez, vous l'avez dit dès le début, quand vous étiez à Bordeaux, c'était des lunettes que vous auriez aimé porter. Oui, quand j'ai fait le contrat de franchise, c'est le contrat que j'aurais pu signer. C'est-à-dire, s'il y avait un truc où j'avais dit, mais ça marchera pas, je le faisais pas. C'est
Donc j'ai fait quelque chose à la main. C'est pour ça que c'est pas compliqué pour moi de parler du contrat que j'ai fait il y a 50 ans. Puis après, je crois beaucoup au phénomène du hasard. Bah ouais, j'ai l'impression. Mais oui, écoutez, le contrat de franchise, quand j'ai acheté notre entreprise en Espagne, au départ, c'était des succursales, c'était des magasins boutiques, des galeries commerciales Carrefour, en France et en Espagne. Il y avait 70 magasins en Espagne. Nous, le succursalisme, c'était pas trop notre truc, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Si on va essayer de les franchiser, on va le vendre à nos responsables de magasins, s'ils veulent l'acheter. J'ai dit, mais il faut faire un contrat de franchise. Le directeur de Carrefour Optique, quand j'ai acheté, je ne le connaissais pas, on a fait connaissance. Et je lui ai dit, écoutez, essayez de trouver un avocat à Madrid ou à Barcelone, vous voulez, qui va me faire le contrat. Je lui donne mon contrat, qu'il adapte au droit espagnol et au truc, voilà. Alors, le gars va voir un avocat, et puis il me dit, voilà, il m'a répondu, au fait, monsieur Affelou, mais il vous connaît, l'avocat, hein? J'ai dit, ah bon? Il dit, c'est lui qui a fait votre contrat à Poitiers. Monsieur Leloup. Maître Leloup. Je suis retourné le voir, il était ébloui que je me souvienne de lui. C'était lui qui vous avait fait le premier contrat. Oui, mon contrat franchise originel, c'est lui qui l'a fait. Et l'autre vache, je ne savais même pas il avait fait à Poitiers en 79, 80, 81. Là, on était en 2002, 2003, 2004. Je pouvais même pas imaginer que ça existe. Je savais même pas s'il était vivant encore. Et on s'est revus et se souvenait de beaucoup, beaucoup de choses. Incroyable. De notre relation. Donc, les hasards. Mais pour moi, ça, c'est c'est les choses qui me marquent. J'ai une grande mémoire des gens ou des choses du début et de la fin. Au milieu, ça passe. Encore quelques petites questions pour vous. Est-ce que vous avez une croyance, une opinion, et vous constatez qu'elle est controversée? C'est-à-dire que vous constatez que les personnes autour de vous sont plutôt pas en face. C'est pas pour chercher des noises ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour comprendre si vous êtes un peu en désaccord sur certains phénomènes de société. Alors, ce qui me vexe le plus, c'est quand on me dit, ma femme me dit, oui, de toute façon, tous les gens qui sont autour de toi sont toujours d'accord avec toi. Ah. Mais j'ai dit non, pourquoi tu dis ça? Elle dit, j'ai l'impression qu'ils ont peur, si tu disais l'inverse, que tu sois pas content. Alors, je ne sais pas si je me rends compte. Je ne sais pas si je suis comme ça ou pas, mais j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai que, et mon fils, qui est maintenant le président de l'entreprise, a ce côté-là. Tant que vous ne m'avez pas convaincu que j'ai tort, alors j'ai raison. Un sujet sur lequel vous avez changé d'avis qui vous vient à l'esprit? Changer souvent d'avis, hein. C'est sûrement pas important, je sais pas, je me souviens pas. Enfin, ça me vient pas à l'esprit. Pas de problème. Et une dernière question pour vous. Moi, j'adore lire. Je suis à la base littéraire et donc j'aime bien demander est-ce qu'il y a un livre ou ça peut être un film ou une musique, enfin quelque chose qui vous a vraiment marqué à un moment donné dans votre vie parce que ça vous a fait réfléchir différemment, ça vous a impacté, et vous avez envie de le recommander, enfin vous le recommandez autour de vous. Ce sont des choses qui sont assez personnelles et intimistes. Je veux dire, et c'est d'une banalité à toute épreuve. Je sais pas, j'ai lu quelquefois des livres qui m'ont marqué, des films qui m'ont marqué, des gens qui m'ont marqué, qui me marquent encore. Ce qui me navre le plus, c'est de faire le bilan et de dire finalement, il y a 30 ans, 40 ans, j'aurais été amoureux de ce mec. Enfin, je voulais pas qu'on se quitte, puis maintenant on se parle plus. La vie, elle cherche à savoir pourquoi. Est-ce que c'est moi qui ai changé? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'événement? Et je crois qu'on a tous changé. Le plus triste, c'est de pas voir le temps passer. En même temps, je me dis, bon, ça prouve qu'on a une vie pleine. C'est mieux de pas voir le temps passer que de s'emmerder toute la journée. Mais en même temps, ça passe trop vite, quoi. Voilà, je vais avoir 78 ans à la fin d'année. Je réalise que j'ai du mal à réaliser. Vous avez commencé à travailler à quel âge? À 23, 24 ans. Et vous êtes toujours actif aujourd'hui? Comment? Vous êtes toujours actif aujourd'hui? Enfin, Oui, toujours. Demain, je fais une réunion ici avec tous les cadres, parce qu'on veut lancer une nouvelle formule, et donc je vais la tester auprès d'eux. Ils viennent de Paris, de Madrid, et de Bruxelles, et puis on va se réunir là, quelque part, là, tranquille,
sans téléphone. Alain, pour terminer, est-ce que vous avez peut-être un dernier message, je sais pas, une dernière réflexion à l'aune de tout ce qu'on s'est dit, à faire passer à tous ceux qui nous écoutent? Moi, j'ai envie de dire, au vu de mon expérience, il faut croire en ce qu'on veut. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut avoir étudié. Posez-vous toutes les questions avant. Une fois que vous prenez des décisions, allez-y. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de vous rater. C'est pas en voiture ou en moto, mais au boulot. Si vous avez une idée, n'ayez pas peur. Et plus elle va être combattue par vos collaborateurs, plus ça voudra dire qu'elle est bonne. Ou peut-être qu'elle est pas si mauvaise. Je vous remercie 1000 fois d'avoir pris le temps. Je sais que c'est rare et c'est d'autant plus précieux. Merci beaucoup, Alain. Dans un cadre agréable. Et avec une agréable compagnie, en tout cas de mon point de vue. Un grand merci, Alain. Merci à vous.